Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux. Je vois que l'amphithéâtre est quasiment plein, donc c'est vraiment très agréable de voir que quand on commence à parler un peu d'éthique, et c'est la deuxième fois qu'on fait de l'éthique ici, de voir que on commence à avoir de plus en plus de personnes qui participent, c'est vraiment voilà, ça fait du bien. Cette conférence, elle est organisée par ce qu'on appelle la CREA, c'est la cellule de réflexion éthique appliquée de l'Institut de myologie. Et donc ce groupe est né dans le courant de l'année dernière, et ça regroupe une petite dizaine de personnes qui sont tous en relation plus ou moins avec les métiers qui sont développés au sein de l'Institut. Donc on a bien sûr des médecins, des cliniciens, des chercheurs, des psychologues, et puis des administratifs, enfin voilà. Donc on a un petit panel de l'ensemble des métiers, que ce soit des personnes qui sont à l'Institut ou des personnes qui sont à l'extérieur de l'Institut, qui permet d'avoir un panel un peu large et représentatif de la communauté qu'on a autour de l'Institut de myologie. Alors ce sont les deuxièmes, parce qu'on en a fait une l'année dernière qui avait été très intéressante, et c'est pour ça qu'on a fait cette deuxième rencontre. Mais on avait décidé de se réorienter et de plutôt commencer à avoir une réflexion sur tout ce qui va être autour de la génétique, et donc du dépistage, mais aussi du séquençage, des données, etc., des données qui vont être générées par le grand séquençage, etc., etc. Et donc c'est dans ce cadre-là que Pascal nous a proposé d'inviter Laurence Fèvre pour nous présenter le dépistage génétique et surtout le fait de dire ou ne pas dire. Voilà, donc je vous remercie à tous d'être venus. Ah, si oui, à la fin, vers 18h, c'est un petit peu raccourci parce que Laurence doit prendre un train et donc à cause des grèves, elle n'a pas eu un train qui partait plus tard. Donc on va arrêter la conférence vers 18h. Donc il va y avoir une conférence de Laurence et ensuite ce sera un dialogue entre nous qui sera animé par Nadine Le Forestier qui est ici, qui est aussi membre de la CREA. Et puis ensuite, de façon plus tranquille, on a un petit cocktail dehors pour pouvoir discuter de façon plus libre les uns avec les autres à partir de 18h, 18h15. Voilà, donc Pascal, si tu veux bien présenter Laurence. Alors, on n'a pas de micro, donc on est un peu tenu de parler dans le système qui est là parce que c'est enregistré. Déjà, bonsoir et merci beaucoup à tous d'être venus pour cette réunion ce soir. Donc, comme l'a dit Nicolas, l'objectif, c'est d'échanger essentiellement, de réfléchir et d'échanger entre nous par rapport donc, à ce sujet qui est de dire ou ne pas dire. Donc, on a choisi de faire intervenir et d'inviter donc le professeur Laurence Fèvre. Donc, j'ai pris mes notes pour vous expliquer exactement le rôle de Laurence, donc, même si beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc, Laurence est coordonnatrice de la filière nationale de santé Handirard. Donc, c'est un rôle au niveau national sur la coordination d'une filière de soins. Elle est responsable du centre de référence anomalies du développement et syndrome malformatif de l'interrégion Est, puisqu'elle vient de Dijon. Elle est responsable également du centre de génétique de Dijon en ce qui concerne le diagnostic des maladies rares d'origine génétique et des prédispositions au cancer. Tu es d'accord avec moi? Et enfin, et c'est dans ce contexte également que son avis et son rôle est important, elle est coordonnatrice de la fédération hospitalo-universitaire qui s'appelle Translad, et ce qui veut dire Translad, médecine translationnelle dans les maladies du développement. Et en fait, cette fédération hospitalo-universitaire est dédiée à l'arrivée du séquençage à haut débit et son application dans le contexte du soin. Donc en application diagnostique et aussi en recherche. Mais là, en l'occurrence, ce soir, ça va être essentiellement dédié aux soins. Et donc cette FHU associe des équipes qui sont des équipes cliniques, qui sont des équipes de chercheurs, qui sont des équipes de biologistes, mais également des psychologues et des personnes plus impliquées dans les sciences sociales et humaines. Voilà. Et il y a des groupes d'éthique aussi, il me semble. Donc elle va nous présenter un peu l'action qui est menée au sein de cette FHU. Et alors, par rapport au thème qui a été choisi ce soir, c'est de dire ou ne pas dire. Alors effectivement, c'est une question qu'on se pose avec l'arrivée des technologies à très haut débit dans le séquençage des gènes. On a subi depuis quelques années une véritable révolution technologique avec la production de données qu'on ne sait pas toujours interpréter de façon très facile.
Donc c'est cet aspect des choses, en fait, dans le cadre de notre activité professionnelle qui nous incite à réfléchir, hein, parce que faut quand même garder une certaine modestie des connaissances qu'on a actuellement par rapport à toutes ces données, de l'évolution de ces connaissances, hein, et de savoir qu'est-ce qu'on va en faire à un instant T qui est maintenant. Donc il faut savoir que l'interprétation des données de génétique a une part de subjectivité. C'est pas un chiffre avec des valeurs normales où en dessous on est bien, au-dessus c'est trop haut. Donc il y a une part de subjectivité, il y a une part d'individu, hein, et c'est l'expérience, c'est le recul, c'est la réflexion qui fait qu'on peut interpréter correctement des données de génétique. Donc ça, c'est aussi des éléments à prendre en compte, hein, sur lesquels on doit réfléchir. Hein. Et un autre point aussi qui me semble important dans la réflexion à mener, c'est que les conclusions qu'on a maintenant peuvent être amenées dans le futur à être éventuellement réévaluées. Hein, c'est-à-dire que les connaissances évoluent, que ce soit dans le domaine des gènes ou de leur fonctionnement, et que les conclusions qu'on est amené à faire aujourd'hui sont faites avec les connaissances évidemment actuelles, hein, et peuvent être amenées à être révisées. Donc tous ces facteurs en fait sont, je pense, à prendre en compte, hein, dans les données qu'il faut rendre aux patients ou pas. Hein. Et donc je vais te laisser la parole et puis on discutera après de toutes ces réflexions. Donc, à toi. Donc tu quittes pas trop le petit rond. Oui. Merci donc pour cette invitation. Je vais donc effectivement essayer de vous faire brosser des choses sur la question qui était posée, donc dire ou ne pas dire, avec quelque chose qui est ciblé par rapport à l'arrivée effectivement de cette révolution technologique dont a parlé France. Et révolution technologique qui est vraiment basée sur ce séquençage à haut débit et qui a été un projet, une arrivée effectivement dans le soin qui nous a passionnés, effectivement, qui ont fait la demande de labellisation de notre fédération hospitalo-universitaire, basée sur le fait que le génome humain a été, avec les anciennes technologies, très long à séquencer, hein, 13 ans et 3 milliards de dollars pour un seul génome. Et on était passé du coup au moment de notre labellisation à un génome individuel qui pouvait se faire en 15 jours, autour de 3 à 5 000 $ et qui rendait du coup la technologie abordable, même si elle n'était pas encore assez pour être réalisée dans le soin courant. Et vous voyez maintenant qu'on est passé à des prix qui deviennent tout à fait concurrentiels avec l'ancienne génétique que l'on faisait auparavant, et avec une prévision de coût qui va vraiment aller en décroissance extrêmement importante, ce qui fait que cette technologie ne peut plus être ignorée et qu'il est du coup important de pouvoir s'intéresser sur les difficultés, les problèmes que ça peut poser en parallèle de cette avancée qui est majeure pour les patients. Et donc, comme notre groupe d'éthique le dit, hein, les questions éthiques ne doivent pas ralentir la mise en place des innovations, mais elles doivent se mettre en place en parallèle. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a eu un certain retard pour adopter cette évolution technologique en France par rapport à ce qu'ont pu le faire d'autres pays européens en particulier, évidemment aux États-Unis en premier plan. Et cet intérêt est devenu beaucoup plus prenant maintenant depuis l'annonce du plan France Médecine Génomique qui mettait la médecine génomique au cœur du diagnostic. Donc ce qu'on appelle la médecine génomique, c'est pour ceux qui connaîtraient moins, parce que j'ai notion qu'on a un public divers dans l'auditoire, donc qui serait une médecine où les informations génétiques auraient un intérêt important par rapport à la prise en charge. Donc il y a une grosse attente des patients là-dessus. La cancérologie s'en est emparée de façon plus importante que les maladies rares en général, compte tenu aussi d'un enjeu de fréquence et enjeu de traitement, et avec ces nouvelles technologies qui sont complètement centrales dans cette médecine génomique. Donc dans le plan France Médecine Génomique, on a plusieurs défis. Un défi économique,
un défi humain, parce que les personnes ne sont pas toutes formées à toutes ces nouvelles technologies, tant sur le plan clinique, biologique, etc. Un défi technologique et un défi aussi politique, parce que ça implique une réorganisation des soins, et c'est quelque chose qui n'est pas simple toujours à faire. Donc le changement de cap en plus est rapide, puisqu'on est passé sur des analyses ciblées qui sont potentiellement encore les seules analyses disponibles dans certains centres, à des analyses d'exomes qui sont encore probablement disponibles dans le soin pour des pathologies comme les nôtres, les maladies de développement, où il y a beaucoup de patients candidats, probablement à peu près 5% des personnes qui en auraient besoin peuvent y avoir accès à l'heure actuelle. Et pourtant, on est déjà en train de penser à l'après et ces technologies de génome qui vont apporter des choses en plus, mais effectivement aussi apporter des difficultés en plus. Alors les questions posées, et c'est essentiellement sur la question 1 que l'on va se cibler aujourd'hui, ça va être quelle information va-t-on délivrer aux patients ? Parce qu'on a des informations qui vont être clairement validées scientifiquement, donc là on ne se pose pas la question de les rendre. Par contre, on va avoir des variations de signification inconnues. Que faut-il rendre ? À quel degré ? Comment ? Et la question aussi qui va beaucoup que nous allons beaucoup regarder, qui est la question des données incidentales et secondaires, et donc je vais vous en parler un peu plus. Sur le plan éthique, il y a ici une vraie mise en tension entre le droit de savoir du patient et le droit du médecin de ne pas nuire au patient. Parce que c'est vrai qu'en en disant trop, on peut nuire, en retenant de l'information qui pourrait être pertinente, on peut ne pas suivre le droit des patients. Et donc je crois que vraiment, s'il y a une phrase qui résume bien la problématique dans laquelle on se trouve actuellement, je pense que c'est celle-là. Bon, après, il y a d'autres questions qui en découlent, la modalité de transmission des résultats, parce que c'est complexe, tout ça, c'était déjà complexe la génétique, mais là, ça s'est vraiment complexifié. Il faut que les personnes puissent arriver à comprendre tout ça. S'y rajoutent un petit peu les questions de propriété des données, et puis d'autres questions qui sont en train d'arriver, mais qu'on ne va pas du tout avoir le temps d'aborder, mais qui peut-être pourraient pour vous faire l'objet d'autres conférences à l'avenir. Il y a tout le problème du diagnostic préconceptionnel qui commence à être discuté, le diagnostic prénatal, le dépistage des hétérozygotes chez des apparentés de personnes atteintes, le dépistage néonatal, et puis même le dépistage de masse qui se met maintenant à être discuté, par exemple, comme dans les prédispositions au cancer du sein. Donc tout ça, on ne l'abordera pas, même si on peut toujours avoir des questions dessus, évidemment. Donc dans les termes utilisés, pour resituer bien les choses et arriver à suivre un petit peu la littérature, on a essentiellement deux termes qui sont cités, ça va être les données incidentales, les données secondaires. Il y en a d'autres qui sont parfois utilisées. Par exemple, en France, le terme de données non sollicitées a été pas mal utilisé. Et en particulier, c'est le terme qui avait été choisi par le comité éthique de l'INSERM. Et en fait, chacun a des avantages et des inconvénients, parce que par exemple, les données non sollicitées, c'était un terme ambigu, parce que pour certaines personnes, avoir ces résultats-là peut être considéré comme un avantage. Donc du coup, c'était ambigu. Parfois, on est dans une démarche de se dire que peut-être qu'il faudrait rechercher activement des données, et dans ce cas-là, c'est compliqué de les appeler données non sollicitées. Alors le terme qui va correspondre à la situation où on va tomber sur un variant, à chaque fois donc dans ces données qui ne sont du coup pas la cause primaire de la recherche génétique, on va du coup dans ce cas-là ne s'intéresser si on s'y intéresse, qu'aux situations où les variants sont classés comme pathogènes ou probablement pathogènes. Il n'est pas du tout question d'aller rendre là des choses dont on ne sait pas la causalité. Dans ce cas-là, on a eu une personne qui est venue pour une pathologie donnée. La question était de répondre à cette pathologie donnée et on tombe de façon accidentelle sur une variation. Dans ce cas-là, on va appeler ça une donnée incidentale parce qu'on ne la recherchait pas. Le terme qui est maintenant utilisé dans la littérature de façon plus large est le terme de données secondaires pour effectivement faire la différence avec le diagnostic primaire. Et dans les données secondaires, ça peut comprendre une démarche de recherche active
de certains variants dans une liste prédéfinie de gènes. Et là, du coup, c'est quelque chose qui peut être évitable. Si on les regarde, c'est un choix en premier du patient et d'une équipe potentiellement qui donne la possibilité que ces données-là soient regardées. Donc si on schématise ça dans un schéma, un individu porteur d'une pathologie, une première, donc là en l'occurrence l'exemple c'est un cancer du sein pour lequel il va y avoir une recherche thérapeutique, donc une analyse pangénomique est réalisée pour rechercher une piste thérapeutique et en parallèle il va y avoir potentiellement la possibilité de regarder autre chose qui serait en l'occurrence ici une prédisposition à une pathologie cardiaque héréditaire pour lequel il pourrait y avoir des discussions de traitement, surveillance, conseil génétique. De façon générale, dans la littérature, savoir ce qu'on doit faire des données incidentales est quelque chose qui est bien défini. Et c'est quelque chose qui n'a absolument pas attendu les tests génétiques pour que la question soit posée. Les radiologues en particulier connaissent très bien la question. Quand on va faire un examen radiologique, on sait qu'on risque de tomber sur une donnée incidentale. Et d'ailleurs, c'est probablement une information qui est quasiment jamais donnée aux personnes. Parce que c'est quelque chose qui est un examen trop courant, peut-être, pour qu'il y ait une information pré-examen. En tout cas, ce qui est décidé, c'est que quand il y a un impact d'actionnabilité, quand ce qu'on va découvrir va potentiellement découler sur une information utile pour le patient, les recommandations sont de les rendre. Et puis quand c'est moins clair, c'est à discrétion, on va dire. Donc les premiers qui ont réfléchi à la question, c'est la Société américaine de génétique, donc l'ACMG, qui a fait un premier article en 2013, où là, donc vous verrez jusqu'à 2016, dans la littérature, il y a des confusions dans les termes, parce qu'il n'y avait pas encore, les sociétés savantes internationales ne s'étaient pas mis d'accord sur des termes. Donc là, en l'occurrence, il parlait de données incidentales, alors qu'il y avait une recherche active. Donc il faut savoir qu'avant 2016, c'est un peu le foutoir de savoir ce qu'on parlait de quoi, il faut vraiment aller voir en détail. Et après 2016, il y a vraiment eu une mise en conformité des termes qu'on utilisait. Donc la Société américaine de génétique a mis en place une règle pour eux qui était que chaque laboratoire de diagnostic devait pouvoir proposer aux patients, quand il y avait une analyse d'exome qui était demandée, de pouvoir regarder une liste minimale, alors à l'époque c'était 56 gènes, qui reposait sur une notion centrale d'actionnabilité. Il n'était question de proposer aux patients que dans les situations où on avait possibilité de faire quelque chose pour eux, de proposer quelque chose en termes de traitement. Et le conseil génétique seul ne suffit pas pour que ça passe la barre. Il y a toute une mise en place d'un groupe qui révise régulièrement les gènes et qui ont fait que certains gènes ont été enlevés, d'autres remis. Et maintenant, la nouvelle version, il y a 59 gènes. Quand on prend ces définitions-là, ça concerne à peu près 2% des patients. Donc ce n'est pas quelque chose qui est très fréquent, mais en tout cas, c'est sûr que ça nécessite du travail en plus. Ce premier article avait fait énormément parler de lui, parce que à ce moment-là, il avait été écrit dans l'article que cette liste devait être regardée dans tous les cas, quel que soit, c'est-à-dire qu'on ne demandait pas l'avis du patient. Donc là, évidemment, il y a eu énormément de ripostes, et il y a eu un correctif très rapidement après pour dire qu'effectivement, oui, il était indispensable de demander aux patients s'ils voulaient ou pas avoir ces résultats. Donc ça, je ne rentrerai pas en détail dedans, c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Il y a eu quelque chose d'assez sérieux, où il y a eu 2 articles de méthodologie, où ils ont expliqué comment ils classaient leurs gènes. Et si jamais il y avait c'était par exemple un gène de prédisposition au cancer qui était bien validé, mais que le traitement proposé était trop invalidant, eh bien, potentiellement, ça pouvait ne pas être mis dans cette liste. Donc la littérature sur les données secondaires et les données incidentales est très profuse maintenant. Il y a vraiment beaucoup d'articles qui ont fait état
d'expériences pour trouver le nombre de patients concernés, des articles sur des recommandations, sur des avis, sur des critiques, sur des points de vue. Et la question de savoir ou ignorer, dire ou ne pas dire, a été du coup beaucoup travaillée. Les articles qui sont retrouvés sont essentiellement des articles américains, mais pas que. Et il y a eu une méta-analyse qui a été faite en 2017 et qui recueille 44 publications qui interrogeaient des patients ou des prescripteurs. Donc vous voyez qu'à peu près les 3/4 étaient des États-Unis. Et il faut voir quand même dedans, c'est important, que ce n'est pas la majorité qui avait, dans les patients interrogés, où la prescription était une situation concrète. Et ça, c'est une vraie critique qu'on peut faire, et c'est à ce genre de choses qu'on essaye de répondre, vous le verrez tout à l'heure. Donc il y a eu des études quantitatives qui interrogeaient des gens qui potentiellement n'allaient pas être concernés eux-mêmes, avec plus ou moins d'explications, si jamais vous aviez cette possibilité, est-ce que vous souhaiteriez savoir ou pas savoir, et de façon massive, les gens veulent savoir. Dans les données quantitatives, on est à peu près à 95 à 100% des répondants qui souhaitaient avoir les réponses. Dans les études qualitatives, on voit que donc on a déjà moins, puisque les études qualitatives sont par définition beaucoup plus petites. Et dans ces cas-là, on voyait qu'avec des informations plus éclairées, que les participants pouvaient modifier leurs choix initiaux après avoir échangé et réfléchi. Et ça, c'est un point qui est important. Donc dans cet article, ils ont fait une figure pour mettre un petit peu les pour et les contre. Et ben, dans les pour, c'était le droit de savoir, d'ailleurs. Et puis, dans les contre, c'était toute la complexité et les ressources qui étaient mises en évidence. Alors, au-delà de ces fameuses listes, de cette fameuse liste de 59 gènes, qui est qu'une liste minimale, les laboratoires aux États-Unis ont le droit d'aller après faire leur propre liste. Ils doivent au moins regarder cela, mais ils peuvent aussi ajouter dedans la recherche hétérozygote de pathologies fréquentes. Ils peuvent aussi mettre des variants pharmacogénétiques, puisqu'on sait maintenant qu'il peut y avoir dans les effets secondaires graves des médicaments des personnes pour lesquelles ça pouvait être évitable, parce qu'ils sont métaboliseurs, par exemple, lents pour ce médicament, de par leurs caractéristiques génétiques. Donc l'idée là-dessus est de dire on fait un test génétique, on va en plus aller regarder des informations qui pourraient être pertinentes pour les personnes. En sachant qu'aux États-Unis, les choses sont différentes aussi, puisque c'est des tests qui sont maintenant assez courants par des demandes privées dans la population générale. Alors en France, dire ou ne pas dire, on est un petit peu dans une zone grise de la législation, puisque l'arrêté de 2013, qui est celui qui est encore en vigueur là-dessus, mais que la question du rendu de résultats aux patients se pose lorsque l'examen génétique conduit à révéler fortuitement d'autres informations que celles recherchées, le droit en vigueur pour protéger le patient d'informations inutiles, angoissantes, ou dont la révélation n'est pas désirée, n'est pas en faveur de la transmission d'informations autres que celles initialement recherchées et pour laquelle le patient a consenti à la réalisation de l'examen. Donc du coup, plutôt pas en faveur. Voilà ce qu'on peut avoir. Et puis, la Société européenne de génétique, donc avec un certain contraste avec la Société américaine de génétique qui clairement nous dit c'est un avantage d'avoir accès à ces données supplémentaires. La Société européenne de génétique encourage plutôt à l'utilisation de panels de gènes, au moins bioinformatiques, pour ne pas avoir à gérer les risques de données secondaires. Par contre, donc, la Société européenne de génétique dit que chaque laboratoire doit donc définir leurs propres guidelines sur ce qu'ils décident de faire. Et du coup, c'est quelque chose qui est quand même assez réaliste avec la situation européenne actuelle, où on voit que c'est quand même très lourd de mettre en place ces nouvelles technologies au niveau du laboratoire. Et il ne faut effectivement pas imposer à un laboratoire de devoir regarder ça,
quand déjà on a du mal à avoir le séquençage pour les données primaires. Et ça reste, à mon sens, probablement l'enjeu premier, et que c'est quelque chose qui doit venir secondairement si le laboratoire est maintenant bien à l'aise et peut se donner les moyens d'aller regarder au-delà. Alors cette étude-là, c'est une étude européenne, donc elle est importante à citer. Ça a été réalisé par le grand consortium en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne, qui a du coup mis en place dans leur pays toutes les infrastructures centralisées de séquençage au débit, qui sont bien en avance dans le domaine des maladies rares, pour le coup, où ils ont fait une enquête, alors pas que dans leur pays, qui était en Europe, et il y a eu un certain nombre de Français qui ont répondu. Cette enquête a interrogé quand même pas mal de monde, parce que quand on ajoute tout le monde mis bout à bout, on est à plus de 6000 personnes, et à chaque fois, les personnes ont été interrogées sur les données secondaires, est-ce qu'il semblerait pertinent qu'ils soient vus dans les pathologies. Donc, la fameuse liste des 59 gènes, donc les pathologies actionnables, les porteurs hétérozygotes de maladies récessives, et puis après plein d'autres choses, la pharmacogénétique, etc. Le public est en bleu, les généticiens en rouge, les médecins non généticiens en vert et les chercheurs en génomique en violet. Je trouve que cette étude, elle m'interpelle beaucoup parce que quand on parle de données secondaires en général dans des assemblées de génétique en France, on entend beaucoup plus de voix, bon, même si ça change un petit peu, se lever contre que de personnes qui se disent pour. Et pourtant, quand les gens sont face à leurs ordinateurs, vous voyez que 100% quasiment disent que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir, qui sont d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui doit pouvoir être rendu si les gens le souhaitent. Donc ça me paraît toujours très marquant parce que j'ai du mal à comprendre cette dissociation. Donc vous voyez que après, quand les chiffres baissent, c'est toujours les généticiens qui sont les plus prudents. Vous voyez parce que ils sont aussi au courant et on verra après des implications que peuvent avoir certaines pathologies. Et c'est vrai que même dans les pathologies qui ne peuvent pas être accessibles à une prévention, vous voyez que par exemple pour les patients, il y a 80% qui disent qu'ils souhaiteraient avoir l'information. Ça ne veut pas dire qu'ils la demanderaient s'ils étaient concernés eux-mêmes. En tout cas, qu'ils pensent que c'est aux patients de choisir quelle information ils souhaitent savoir. Alors du coup, il y a eu beaucoup d'articles qualitatifs qui sont sortis. Je vous ai mis 2-3 exemples là de choses qui en ressortent. Donc on a un patient par exemple qui dit qu'il estime, il a été dit que la décision serait faite sur la base d'un comité d'éthique, mais est-ce que nous on n'est pas en meilleure position pour savoir ce qui est le mieux pour nous? On a aussi un éthicien qui disait qu'il pensait que c'était assez naïf de penser que les personnes pourraient choisir parce qu'il y a des limites à ce que les patients peuvent comprendre. C'est vrai que c'est très complexe. Après, un généticien qui disait « Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça parce que on se pose la question de dire ou ne pas dire, mais moi, dans la mesure où j'ai été informée, je ne me vois pas garder une information pour moi. » Donc bref, c'est vrai que c'est des choses où il y a beaucoup de discussions. Et puis la chose le point qui nous a beaucoup intéressé ces derniers temps, c'est et là on est, je dirais, dans vraiment l'établissement qui connaît très bien cette question. On s'est beaucoup posé la question sur pourquoi dans nos situations de diagnostic présymptomatique, cardiogénétique, neurogénétique, oncogénétique, on avait en fait, suivant les pathologies, on a à peu près que 50%, voire beaucoup moins pour certaines pathologies, des personnes apparentées à risque, informées, qui vont décider de faire leur test. Donc on est étonné de cette différence. Dans la population générale, les gens pour ces mêmes pathologies disent « moi je veux savoir à 95%, si ce n'est pas 100%, et à côté de ça, les personnes concernées réellement font plus souvent pas leur test que de le faire. Après, les autres questions qui se posent, donc c'est les conséquences sur le long terme. Les gens veulent savoir, mais en fait, il y a un seul article actuellement
qui rapporte l'après, et l'après à court terme, l'après à long terme, est-ce que les gens finalement sont contents d'avoir eu les informations ou pas? On n'en sait rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut avancer. Qu'est-ce qu'il faut, quels outils il faudrait pour avoir une information éclairée? Et puis, il y a une énorme problématique sur la question des mineurs, puisque les mineurs, pour toutes les pathologies qui ne sont pas à révélation dans l'enfance, n'ont pas le droit de faire un test génétique dans un contexte de diagnostic présymptomatique. Et pourtant, là, s'ils sont le cas index, on accepte de donner la réponse. Alors, ça a été, il y a plein de, il y a eu, comme on l'a dit, plein d'avis et de littérature dessus. Donc, Leslie Bisseker, qui est la personne qui est en photo ici, qui a été le pape de la mise en place de la médecine génomique aux États-Unis à Bethesda, qui disait depuis 2014 qu'en fait, il fallait que les généticiens s'attendent à ce que la plupart des patients souhaitent, donc à l'époque on disait incidental finding, donc c'est données secondaires qui seraient utilisées ici, souhaitent avoir ces informations. Et donc après, d'autres qui disent attention, à l'heure actuelle c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais peut-être est-ce que ça le deviendrait. À l'heure actuelle, on est dans une situation en France, et pas que en France, loin de là, où on n'a pas de guidelines. Et en attendant, qui décide? Est-ce que c'est le patient qui doit décider de ce qui est bien pour lui? Est-ce que c'est le médecin qui a probablement les tenants et les aboutissants des différents tests? Est-ce que c'est le laboratoire qui, lui, peut savoir s'il est déjà en mesure de le faire ou pas? Est-ce que c'est les autorités administratives? Tout ça est une grosse question. On a aussi un impact important sur l'organisation des soins. À l'heure actuelle, en fait, tous les laboratoires ne sont pas forcément capables de pouvoir mettre ça en place. En plus, en France, il y a eu beaucoup d'organisations autour de laboratoires experts, ce qui fait que les laboratoires ne sont pas forcément très à l'aise avec certains groupes de gènes, et ce qui fait qu'on se met à discuter de réseaux entre les laboratoires pour justement se faire aider dans les interprétations de variants, mais une activité qui ne va pas être codifiée, donc ce qui est quand même un problème. Et donc cette fameuse balance bénéfice-risque où les études complémentaires ne sont pas assez importantes. La liste de gènes est aussi quelque chose qui est pareil, il y a quasiment autant de listes de gènes que d'articles, en dehors de cette liste minimale de la CMG. Et donc le poids de l'expérience individuelle est très déterminante dans l'expression des attentes et des craintes des patients. Donc au niveau des équipes de génétique, les problématiques, c'est le surcroît d'activité. Si jamais on veut faire une vraie information, il faudrait qu'il y ait une consultation indépendante pour cette information-là qui soit dissociée de la consultation pour laquelle les gens viennent consulter. C'est assez étonnant parce que du coup, pour en avoir la pratique, il faut vraiment qu'elle soit dissociée parce que des fois on a des consultations qui dévient complètement là-dessus parce que ça va intéresser les gens et du coup on va prendre, moi ça m'est déjà arrivé de m'apercevoir que finalement j'avais quasiment pas pu leur expliquer l'exome dans le diagnostic primaire tellement ils m'avaient bombardé de questions sur le diagnostic secondaire. Donc c'est important que ça soit dissocié, mais du coup ça veut dire doubler chaque consultation et avoir peut-être des conseillers en génétique formés. Les laboratoires, les liens avec les laboratoires de référence, un consentement qui serait adapté. Et le point majeur, tout à l'heure du coup tu l'as abordé Pascal, c'est vraiment un truc crucial, il ne faut pas qu'on le néglige. C'est la question de la reclassification évolutive des variants, la notion de pénétrance des variants. À l'heure actuelle, on a une pénétrance qui est connue de la façon dont on a pu la connaître. On tombe parfois sur des situations où il n'y a absolument rien dans l'arbre généalogique et on peut se poser la question, est-ce que finalement de rendre, oui, cette mutation est officiellement pathogène, on a tout pour le croire, mais est-ce que dans cette famille-là, finalement, il n'y aura peut-être jamais rien? C'est des choses qui sont assez difficiles à gérer. Et puis donc il y a eu un article tout récent sorti dans l'American Journal of Human Genetics en avril, qui justement a réévalué la classification des variants selon ClinVar, qui est
la base de données que tout le monde utilise pour aider à la classification des variants. Et il y a plein de changements si on regarde entre mai 2016 à septembre 2017. Là, c'est tous les chiffres de variants qui ont été reclassifiés. C'est impressionnant. Fait qu'on ne peut pas... il faut vraiment s'armer de toute prudence et d'essayer de rendre vraiment que ce sur quoi on est relativement au clair. Donc ça veut dire qu'il faut... Alors peut-être pas construire, parce que le savoir de l'incertitude, on l'avait quand même déjà en génétique, mais en tout cas vraiment qui deviennent beaucoup plus importants et qu'on en parle aux gens de cette incertitude, parce que c'est quelque chose qui va vraiment exister. Le fait d'avoir toutes ces données fait qu'on est un petit peu aux limites de l'information et du consentement. Parce que c'est vrai qu'on va être dans des situations, quelque chose de très complexe, qui est incertain et qui est évolutif. Et du coup, le consentement est donné à un moment donné. Avoir un consentement réellement éclairé est relativement illusoire. Et du coup, Emmanuel Hirsch avait cité que le temps de l'information qui est au cœur de la démarche de conseil génétique ne doit pas être sacrifié sur l'autel de la technologie. Donc il est urgent de trouver un schéma qui va être applicable pour que le choix éclairé puisse devenir une réalité en médecine génomique. L'autre point qui est présent, et aussi en rapport avec le consentement d'ailleurs, c'est que la distinction entre la recherche et la clinique elle a toujours été très mince en génétique, mais elle devient plus que jamais. Une personne pour diagnostic primaire à qui on ne va pas trouver de réponse en diagnostic va vite glisser avec une recherche de réponse en recherche. Et c'est vrai que du coup, tout ça, ça revient à des informations qui sont quand même un petit peu différentes. Et donc, sur le plan de ce consentement, il y a plein de consentements qui ont vu le jour dans différents centres. Donc ça, c'était le tout premier qui avait été dont on s'était servi en France, qui avait été adapté du centre de Nijmegen, qui avait été un petit peu pionnier en Europe sur les analyses du séquençage au débit. Et au début, voilà ce qui était mis dedans, c'était qu'il y a une petite probabilité de faire des découvertes par coïncidence, donc sans lien avec la pathologie, qui pourra avoir un impact significatif pour la santé. Et en cas de découverte, ça sera évalué par un comité d'experts indépendant. Alors après, c'est en faisant qu'on voyait que ça ne pouvait pas marcher, parce que finalement, en faisant ça, on n'avait jamais demandé aux gens s'ils voulaient savoir ou pas. Et donc, c'est le comité d'experts qui choisissait d'informer des résultats. Donc ça a été abandonné. Après, le consentement national qui a été mis en place disait que des informations génétiques sans lien direct avec la pathologie, mais pouvant avoir un impact sur la santé, peuvent être révélées. Je souhaite que mon médecin me tienne informé. On ne dit pas si c'est des données incidentales ou secondaires, puisque chaque laboratoire pouvait faire différemment. Donc autour de tout ça, je vais vous faire maintenant un petit retour sur ce qu'on a pu mettre en place localement pour essayer de répondre aux problématiques éthiques posées par l'arrivée de l'exome en diagnostic. Donc, comme Pascal vous l'a dit tout à l'heure, on a eu donc une fédération hospitalo-universitaire ciblée sur la question. Les fédérations hospitalo-universitaires ont un intérêt vraiment intéressant qui est de mettre en commun des équipes d'univers différents et qui permettent de coopter des équipes qui travaillent sur des champs d'économie de la santé parce qu'il y a des questions qui se posent, d'éthique, de philosophie, de psychologie, etc. Donc en parallèle de la mise en place technique, on a déjà localement rencontré notre comité d'éthique du CHU et interrégional pour avoir un support en cas de besoin. Alors c'est vrai que la réponse a été que c'était des problématiques qui étaient mal connues, donc ils pouvaient nous aider à réfléchir dans des situations, mais sans pour avoir une vraie avis d'expertise, évidemment. On a mis en place aussi un séminaire international tous les 2 ans, donc là il doit y avoir à l'entrée le programme pour le prochain qui va avoir lieu le 6 décembre
à Dijon, toujours avec les mêmes, qui sont Heidi Howard et Pascal Bory, qui sont deux experts européens qui travaillent beaucoup sur la question de l'éthique depuis toujours et plus récemment, du coup, sur l'arrivée du séquençage haut débit. Avec du coup des discussions qui sont toujours très intéressantes. Et puis la mise en place de documents pour expliquer aux patients. Donc vous allez aussi trouver un document sur un petit film qui est réalisé pour les patients, avec du coup les coordonnées pour se brancher dessus sur YouTube, pour expliquer assez simplement ces données secondaires. Et puis on a mis en place des études de recherche, donc avec le groupe pluridisciplinaire, dans l'idée effectivement de passer de la recherche au diagnostic et pour essayer de répondre à toutes les questions qui étaient posées à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en 2013, quand on a été labellisé, la problématique du séquençage haut débit, il y a eu un choix assez important pour aller dans le sens du panel en France, ce qui fait que pendant pas mal de temps, il y a eu vraiment de la place pour pouvoir répondre à des appels d'offres sur toutes ces questions dans le séquençage pangénomique et qui ont été du coup retenues parce que l'anticipation allait dans le sens de l'intérêt de répondre à ces questions. Le premier projet était donc une étude des préférences et représentations des patients. Donc à chaque fois, j'ai une diapositive pour vous en parler un petit peu après. Je pense que je vais aller direct dessus, ça va être plus simple. Donc cette première étude qui s'appelle Séquapre, le but était de faire une étude quantitative sur des personnes qui étaient candidats au séquençage haut débit d'exome avec une maladie du développement et avec du coup 500 couples potentiellement interrogés à qui on demandait du coup par une méthodologie des choix discrets, ce n'était pas un questionnaire standard banal, pour essayer d'établir leurs préférences, qui est une méthodologie bien connue dans le domaine de l'économie de la santé en particulier. Et ça, c'était mené par l'équipe d'économie de la santé. Et puis une phase en aval menée par l'équipe d'éthique et de psycho, qui étaient des entretiens chez 10 patients, enfin 10 couples de parents plutôt, avec un diagnostic positif, avec un variant de signification inconnu et avec un résultat négatif. Et puis il y a eu aussi des généticiens qui ont été interrogés. Donc là, pour l'analyse quantitative, il y avait donc plusieurs items qui étaient regardés: variation de signification inconnue, données secondaires, réanalyse à distance, qui décide du contenu des résultats, l'accompagnement et le coût, qui était demandé parce que c'est aussi en économie de la santé quelque chose d'assez classique pour évaluer un petit peu l'intérêt des personnes par rapport à un test. Donc de façon générale, on est sur des personnes sans diagnostic à la base, c'est important de resituer ça. Et donc les personnes sans diagnostic, on va voir qu'elles sont en quête d'informations, je dirais entre guillemets, quelles qu'elles soient. Ils sont demandeurs d'avoir les données de signification inconnues, soit triées, soit toutes. Ils sont demandeurs d'avoir des données secondaires, soit toutes, soit uniquement les actionnables. Ils sont demandeurs d'avoir une réanalyse soit automatique, soit à leur demande. Et par contre, ils sont, à ce stade, moins intéressés d'un accompagnement dans l'attente des résultats. Et puis pour le coup, les personnes étaient prêtes à payer, mais jusqu'à un certain plafond de 400 €. Dans l'étude qualitative, même si ça ne devrait pas être présenté comme ça, on est d'accord, ce qui était recherché, là, les données secondaires, on s'en intéresse plus du tout, c'est normal, on est dans l'après-résultat, ils ne venaient pas chercher leurs résultats de données secondaires et c'est plus quelque chose qui était dans leur préoccupation. Et par contre, ce qui était surtout en avant, c'était de trouver ce qu'on connaît bien, trouver un nom pour la pathologie, trouver une cause, améliorer le conseil génétique, améliorer la prise en charge. Les résultats, donc quand il y avait des résultats positifs, il y avait quand même une sorte d'ambivalence parce qu'on est très souvent sur des pathologies ultra rares.
des pathologies qu'on n'a pas reconnues, donc qu'on connaît moins bien, en moins grand nombre, et avec une impression d'être de nouveau, on a un résultat, mais en fait c'est ultra rare, on ne sait presque rien dessus, et c'est pas si simple, même si il y a quand même une réponse attendue. Dans les résultats incertains, pareil, une ambivalence, parce que content d'avoir une piste, mais l'impression d'être près du but, mais on n'est quand même pas dans le résultat certain. Et puis, résultat négatif, c'est quand même la déception avec retour à la case départ. En tout cas, dans tous les cas, le séquençage au débit n'est pas perçu comme une fin en soi, mais le début de quelque chose. La deuxième étude a été une étude de focus group qui était avec justement cette fameuse discussion qu'on avait. Pourquoi dans le diagnostic présymptomatique les gens ne font à moitié pas leur test, et pourquoi quand on est dans une situation de diagnostic pangénomique, les gens disent qu'ils veulent savoir. Alors, il y a plusieurs pistes à ça. La piste, ça peut être aussi la facilité. On a juste finalement une case à cocher. Alors que dans les autres situations, on nous demande une démarche, une implication, plusieurs consultations. Les autres pistes, ça peut être que les personnes n'ont pas assez d'informations pour vraiment se rendre compte des tenants et des aboutissants. Donc, au final, l'idée a été de mettre en place des focus group sans diagnostic, et puis oncogénétique, cardiogénétique, maladie métabolique, et puis de regarder un petit peu ce qu'il en ressortait. Donc là, on a beaucoup moins de personnes favorables que dans les enquêtes générales. Il y a plus de personnes favorables dans les personnes qui n'ont pas de diagnostic, et avec un intérêt en disant si jamais, donc dans ceux qui sont favorables, un des verbatims, je saurais ce que j'ai au-dessus de la tête pour faire quelque chose, ne pas subir. On avait beaucoup de personnes qui étaient défavorables, qui ont vécu, qui sortaient d'un vécu, donc c'est des associations aussi, donc des personnes qui étaient, qui connaissaient la pathologie pour elles-mêmes, mais aussi pour les personnes de l'association, et qui disaient que finalement, avec ces histoires de dépistage, on va créer un statut de malade asymptomatique. Vous êtes déjà avec un pied dans le cercueil. Et ça, il y a eu effectivement des notions relatives à la mort qui ont été mises en avant. Donc avec des personnes qui nous disaient qu'il ne suffisait pas de dire, vous voulez savoir ou vous ne voulez pas savoir, c'est pas ça un consentement éclairé, il faut leur expliquer ce que va impliquer le savoir. Donc ça c'est certain, et c'est vraiment de savoir comment on peut le faire. Un autre qui disait il y a une telle quantité d'informations à ingurgiter qu'aujourd'hui toute personne lucide devrait se dire je ne peux pas tout faire signer le même jour, je vais y arriver. L'autonomie du choix du patient a été mise en évidence. Il faut laisser aux gens la possibilité de dire oui ou de dire non. Je veux savoir, je ne veux pas savoir. Ça, c'est indiscutable maintenant, je dirais. Et l'importance de la qualité des échanges. C'est important de ne pas voir forcément que le médecin, mais aussi des conseillers en génétique, des psychologues et, soyons fous, des groupes de parole de patients. Alors cette étude-là, je ne vais pas du tout l'aborder parce que c'est une étude qui avait juste pour but de regarder l'impact sur l'organisation des soins, le temps passé, mais quelque part ça fait l'objet d'une autre discussion. Et puis pour finir, l'étude qui nous tient le plus à cœur actuellement, qui s'appelle qui a été financée dans le cadre du PREPS, donc les projets d'évaluation des soins, qui s'appelle FIND. Et le but était d'évaluer l'impact des résultats sur les patients, et en particulier après les résultats. C'était surtout la phase d'après. Donc le design de l'étude, qui est une étude qui est en cours actuellement sur 3 centres, en l'occurrence à la Pitié-Salpêtrière avec Delphine Héron chez vous, à Dijon et à Lyon. Donc on a une consultation de génétique au départ, où on va voir le généticien pour les données primaires.
Ensuite, soit les parents s'il s'agit d'un enfant, soit le patient lui-même, s'il est adulte et suivant sa pathologie, va être vu par le conseiller en génétique sur un entretien d'1 heure avec du coup des informations, y compris visuelles, avec une certaine homogénéisation du discours entre les centres. Et il va y avoir du coup à ce moment-là un auto-questionnaire qui va être répondu donc, sur la pathologie, mais aussi pour regarder le niveau d'anxiété, etc. Le temps se passe à peu près donc 6 mois avant les résultats, et après, les résultats sont rendus. Les personnes qui vont avoir des données secondaires positives vont être vues par le généticien, le conseiller en génétique, plus ou moins un spécialiste suivant de quoi il s'agit, et vont être également remplir leurs autoquestionnaires de suivi, et vont être, pour certains, être reçus sur le plan qualitatif par l'une des psychologues ou éthiciennes de l'étude. Et après, il y a un rendu un suivi à 6 mois et à 1 an. En parallèle aussi, on recueille également ce que ça a changé dans le cadre des soins, parce que du coup, l'étude, pareil, est toujours menée avec un bout économique, avec une vision économique. Et du coup, on espère qu'au terme de tout ça, on va pouvoir évaluer un petit peu les impacts à distance. Et c'est ça qui manque actuellement beaucoup dans la littérature. Probablement, il y a d'autres études qui sont en train de se faire en parallèle. En tout cas, je l'espère, parce que ça sera important. Et là, on a 3 catégories différentes de données secondaires qu'on propose. Donc, les équivalents de la liste de la CMG, les variants hétérozygotes de pathologie récessive fréquentes et des variants pharmacogénétiques. Ça nous intéressait de voir ça pour voir quelle différence il va y avoir entre les perceptions devraient probablement être différentes puisque les impacts ne sont pas du tout les mêmes. Donc on a aussi fait des documents d'information sur les données secondaires, sur la consultation de médecine génomique. Et puis je vais passer les cas cliniques s'il faut qu'on ait du temps pour la discussion. Je vais donc en finir là. Donc vous rappelez qu'il y a un film sur les données secondaires qui dure à peu près 7 minutes pour pouvoir visionner les choses si jamais la partie sur les données secondaires était trop rapide pour vous. Et puis vous remercier de votre attention et on va pouvoir passer aux questions. Merci beaucoup pour cette vraiment générosité, parce que vous nous avez donné vraiment énormément de matière à réflexion. Merci. Alors donc, moi je suis juste chargée de faire une petite animation pour nous donner un peu le loisir, la possibilité de poser des questions, et j'apporterai ma petite pierre un peu éthique et philosophique s'il en est dans vos questions et la façon dont on peut revoir par un autre prisme ces curiosités, et vous l'avez dit régulièrement, on peut être étonné entre le vouloir savoir et finalement, comme dit certains philosophes, on dit faire pensée spirituelle, le plus difficile, c'est pas le premier pas, mais c'est le dernier pas. Et là, on est vraiment dans les cas de figure où les démarches pourraient être certes complexes, mais ce qui est plus compliqué, c'est quand même soi, à savoir finalement qu'est-ce que je veux savoir au fond de moi-même. Alors je ne sais pas qui veut commencer. Celui qui pose la première question aura comme cadeau le traité d'éthique en 3 volumes de l'espace naturel. Oh là là, dis donc. Il y en a qui veulent les livres. Alors, je suis totalement fausse parce que je ne suis pas du tout clinicienne. Essayez de volume, du volume, parce qu'on n'a pas de micro. Je ne suis pas du tout clinicienne, je suis plutôt dans la case patiente. Donc, pour vous expliquer un peu mon intérêt sur le sujet, mon père est décédé d'un cancer potentiellement héréditaire il y a 10 ans, et j'ai fait un test génétique dans un laboratoire américain pour $469 à l'époque. C'est pour votre appréciation de quel argent on est prêt à mettre, pour savoir si moi-même j'étais atteinte de cette pathologie. Donc j'ai eu les résultats de ce laboratoire américain et je me suis intéressée à ce sujet-là. Et même en généalogie génétique, j'ai écrit un livre sur le sujet et je continue à rester passionnée
test dans un laboratoire espagnol, aussi sur des questions médicales, qui arrivent sur le marché français, qui pour 49 € va vous dire si vous êtes intolérant à certains médicaments pour des traitements de chimiothérapie, qui pourraient être dangereux pour vous, si vous avez des carences en vitamines, etc. Comment est-ce que, d'où ma question, maintenant que j'ai un peu situé le sujet, excusez-moi pour cette introduction, comment est-ce que la médecine française va se situer pour ceux qui souhaitent savoir et qui peuvent avoir accès de façon très facile via Internet à des tests génétiques médicaux du monde entier? Alors, déjà, je dirais que ce que vous décrivez là, autant je suis une grande fan du séquençage au débit, mais je suis une archi contre de cette utilisation-là du séquençage au débit. Parce que à l'heure actuelle, c'est absolument faux de dire qu'on peut faire la moindre prédiction sur ces causes, ces pathologies multifactorielles diverses. Je m'explique. Par exemple, on va connaître, je dis un exemple au hasard, pour la maladie d'Alzheimer, on va connaître un variant qui va augmenter le risque de maladie d'Alzheimer. À côté de ça, on sait qu'il y en a d'autres qui vont augmenter ce risque, d'autres qui vont être protecteurs, et peut-être qu'on ne connaît que 10% des choses qui vont pencher dans la balance. Donc à l'heure actuelle, ce n'est pas parce que vous avez, par exemple, le variant qui va vous doubler votre risque, que vous avez un risque doublé, parce que tout le reste, on ne le connaît pas. Donc à mon sens, tout ce qui est donné en matière de... Donc le deuxième test que vous avez réalisé, pour moi, ne vaut rien, parce que ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas des maladies monogéniques, donc ce n'est pas une variation qui va vous donner un risque. Donc j'espère que ça ne va pas venir sur le marché français pendant très longtemps, parce que c'est pour le coup, c'est vraiment vous dépenser de l'argent pour pas d'informations. Et après, l'autre point que vous avez signalé, qui est du coup une pathologie présente dans la famille et un dépistage souhaité. Pour le coup, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir une réponse en France et bien structurée. Les tests ne peuvent pas se faire dans n'importe quelle condition. Un test négatif, parce que du coup vous disiez, je voulais savoir si j'ai un risque pour cette pathologie. En fait, un test positif va vous rendre un résultat interprétable en partie. Un test négatif ne voudra rien dire. Ce n'est pas parce que vous avez un test négatif que vous n'avez pas de prédisposition. Et tout ça, la France est très bien organisée, parce qu'on va avoir des consultations pré-test, post-test, qui vont vous expliquer ça. Donc de la même façon, je ne suis pas pour ces tests sur Internet sans explication qui ne vont pas vous renseigner comme il faut. Alors, ma question était, excusez-moi, c'est que vous vouliez ou vous ne vouliez pas, excusez-moi, avec Internet, on y a accès. Oui. C'est que... Vous avez accès à plein de fausses informations, dont ça. Donc, du coup, la médecine française est en train d'essayer d'établir une éthique, ce qui est très bien. Je comprends bien les problématiques et en tant que patient, je comprends d'autant mieux. Mais en même temps, la société marchande fait qu'à côté se développent des pratiques qui sont sans aucun contrôle, en liberté d'accès totale, avec toutes sortes de prédictions, je dis bien prédictions entre guillemets, erronées ou pas, je ne sais pas. Alors au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas autorisé en fait en France de faire un test sur Internet, c'est même passible d'amende et d'emprisonnement. Donc quelque part, on n'a pas le droit. Maintenant, personne ne va aller vous dénoncer, donc voilà. Mais En termes de généalogie génétique, ça ne pose pas de problème. Oui. Et ces laboratoires ont parfois la double casquette, justement, généalogie génétique et test médical, et utilisent nos données génétiques pour faire aussi d'ailleurs avancer les recherches scientifiques. ah bah oui, mais c'est pour ça qu'ils font de la recherche en vous faisant payer. C'est super habile. Parce qu'en fait, ils font des petites réductions si jamais vous acceptez de participer à la recherche. Donc en fait, les gens... en tout cas, il y en a une à un moment donné. Dans 23andMe, à un moment donné, on payait moins si jamais on participait à la recherche. Si jamais on remplissait un questionnaire médical, on payait moins. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, ça existait. Alors, si vous me permettez, si vous me permettez, là vous posez la question fondamentale de finalement interroger, encore une fois, si je me répète, pour ceux qui m'ont déjà entendu, l'intention de l'action. C'est bien beau de vouloir savoir, mais qu'est-ce que vous avez derrière l'action? Est-ce que c'est pour plus de liberté? Est-ce que savoir par avance va vous donner une existence de vérité? Là, j'ai les pieds dans la vérité, je sais.
Or, la France est beaucoup plus subtile que ça, j'espère, et que ça va durer, comme on vient de nous l'expliquer. On n'est pas que gènes, on n'est pas que environnement, on est les deux à la fois. Donc c'est beaucoup plus complexe. Or, ce qui est très désagréable pour nous tous, c'est que dans notre construction identitaire, que nous menons là, pas à pas, nous évoluons, nous ne supportons pas l'ambiguïté des autres. Nous créons nous-mêmes notre propre ambiguïté, et d'ailleurs ça nous arrange. On nous voit, on est comme ça, mais le jour où éventuellement vous voulez savoir, alors que vous n'avez pas interrogé l'intention de se vouloir savoir, parce que voilà, vous l'avez fait et alors, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, vous allez créer cette ambiguïté qui vous arrange, qui va déranger, mais l'ambiguïté de celui qui va vous donner le résultat, vous êtes intolérable, parce que vous ne pouvez pas continuer dans l'incertitude. Donc, se livrer à ce genre de dépistage comme ça, facile, il suffit de payer, c'est extrêmement dangereux à partir du moment où vous ne vous êtes pas posé la question de est-ce que je vais être plus libre maintenant que je sais. Anticipation dans le savoir, ça peut devenir un fardeau. Ça peut même être la source d'une existence sans plus aucun espoir. Voyez. Donc je pense qu'effectivement, nos instances qui réfléchissent là, prennent ce recul pour interroger cette fameuse intention. On brûle trop les étapes. Et vous l'avez dit vous-même, vous avez donné les outils de la discussion, parce que vous avez dit qu'il y a des gens qui font de l'argent. Donc s'il y a ça aussi derrière, il y a cette intention mercantile de faire de l'argent et de rendre extrêmement vaste la connaissance sur chacun. Cette privatisation du savoir, elle devient collective. Et ça, c'est dangereux. Surtout que ça aboutit à rien. J'ai juste une remarque. Quand on fait de l'exome, il faut quand même dire aux patients, parce que nous c'est des adultes, après avec l'enfant, et je dis enfants, c'est peut-être parce que les parents sont concernés, donc voilà, ils vont agir. Nous on a des adultes, et je leur dis, mais on fait de l'exome, mais on va embarquer les gens de la famille avec. Parce qu'il va falloir vérifier les variants trouvés chez la famille. Et la famille, elle n'est pas toujours d'accord, pour des raisons X ou Y, pour participer. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne dit je veux savoir, il faut embarquer la famille derrière. Et il y a des implications. Donc il y a cette double notion et je trouve que c'est pas évident pour nous à gérer. Et je leur dis bien, on fait l'exome, mais à ce moment-là, ok, il faut déjà interviewer votre famille pour savoir s'ils seraient d'accord pour un prélèvement. Parce que sinon, on en fait, je veux dire, une interprétation très floue. Ouais, non, mais l'information, effectivement, qu'il faudrait délivrer pour que tout soit idéal est très lourde. C'est ça qui est une vraie difficulté. Mais celle-là en fait une. Ouais. Bien sûr. Moi, je voudrais réintroduire quelques notions qui étaient très anciennement ancrées dans la médecine et dans les pratiques et qui me semblent oubliées aujourd'hui avec l'enthousiasme autour de tout ce qu'on peut faire avec le séquençage. Il y a eu historiquement tout un combat pour professionnaliser la médecine, la rendre scientifique, basée sur les preuves, et faire une distinction très claire entre ce qui était l'application médicale et ce qui était la recherche. Laurence, tu l'as dit, il n'y a pas le même environnement réglementaire pour la recherche et le soin. Et maintenant, on raconte que tout ça vole en éclats, que finalement la limite est très floue et qu'on peut faire un glissement sémantique. Non, il faut résister à ça. Il y a vraiment deux domaines différents. Il y a le domaine médical où les gens ont une demande parce qu'ils sont en souffrance, on doit y répondre avec des examens qui sont validés, dont on sait interpréter, qu'on sait rendre en temps et en heure, et où il y a un contrôle de qualité. Et ensuite, si on ne trouve rien avec ces examens, ces gens peuvent rentrer dans un protocole de recherche, c'est un autre consentement, c'est d'autres explications, mais ce n'est pas le même temps. Et avec la première approche, on résout, ça dépend des secteurs pathologiques, 50%, 80%, 90% des cas, d'accord? Mais on a cette obligation de rendre des résultats dont on sait interpréter et sans aller chercher à aller dépister des maladies qui ne sont pas l'objet de la demande principale. Parce que qu'est-ce que là on fait? On fait encore un deuxième glissement sémantique qui est de confondre diagnostic et dépistage. Dépistage, c'est une très très vieille notion. C'est un test qu'on offre à une population générale qui n'a pas de risque particulier et parce qu'on pense qu'on peut derrière offrir une action qui va prévenir la survenue d'une maladie. Donc les critères du dépistage, là aussi, sont très 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 bien balisés et on doit continuer à les appliquer. Tout ce qu'a présenté Laurent sur les données secondaires, c'est du dépistage. Donc si
faire la recherche des variants des 59 gènes américains était intéressante d'après les critères du dépistage, c'est pas aux gens qui ont un test génétique pour autre chose qu'on devrait le faire, c'est à tout le monde. Hein. Donc soit c'est intéressant, il faut se donner les moyens de l'offrir en population générale, soit c'est pas intéressant, il ne faut pas le proposer non plus aux gens qui ont un test génétique pour une maladie. Pour moi, c'est une confusion totale des concepts. Donc je ne comprends pas cet engouement ou cette attractivité de ce champ, à part que ça excite les éthiciens et les philosophes et les je sais pas quoi, les psychologues, mais en réalité, c'est de la mauvaise médecine, excusez-moi, c'est de la très très mauvaise médecine. On doit se focaliser sur l'usage primaire du séquençage pour résoudre les problèmes des gens dans un contexte médical et par ailleurs faire de la très bonne recherche pour comprendre le déterminisme des maladies, etc., dans un contexte de recherche, mais pas mélanger les deux choses. Et ça répond à la demande de madame, parce qu'elle, ce qu'elle a fait, c'est du dépistage. Donc si en France, on considérait que les tests que vous avez fait, madame, que vous avez achetés aux États-Unis, étaient utiles pour la population générale, eh bien, ça serait organisé à l'échelon de la population et remboursé par la sécurité sociale ou pris en charge par l'État. Parce que la différence entre les Américains et nous, c'est qu'ils n'ont pas de santé publique, c'est le marché qui dicte sa loi et que c'est l'individu qui décide ce qui est bon ou pas bon. C'est l'autonomie totale des gens avec aucune aide, disons, des savants ou d'un État quelconque. Chez nous, on a une autre conception. En Europe, on décide, quand il y a vraiment un intérêt pour les gens, d'organiser les choses, de bien les faire et de faire en sorte qu'il y ait une équité d'accès, qu'il y ait une prise en charge après les résultats pour offrir la thérapeutique ou les gestes qui vont bien, etc. Donc ce sont des conceptions qui sont très anciennes et moi je souffre de voir que toutes ces notions qui étaient si bien établies sont en train de disparaître au profit d'une espèce d'une approche inclusive qui pour moi n'a pas vraiment de pertinence. Moi, après, je comprends qu'on puisse être contre les données secondaires, ça c'est certain. Bon, ma position, c'est plutôt de... c'est-à-dire que c'est en train d'arriver, mon impression c'est que c'est en train d'arriver qu'on le veuille ou non. Au niveau du plan, il y a une demande extrêmement importante que ce soit intégré et que ce soit regardé. Tous les projets pilotes du plan France Médecine Génomique demandent à ce que les données secondaires soient intégrées, réfléchies. Il y a un comité, enfin une commission d'éthique dans le plan qui est là pour y travailler. Donc peut-être que justement les conclusions, elles ne sont pas toutes faites. Peut-être que à l'heure actuelle, on dit que les conclusions sur l'après, elles sont très insuffisantes. Peut-être qu'on va voir que le retour des patients après montre qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Mais en tout cas, quelque part, cette discussion, elle a lieu qu'on le veuille ou non. Donc après, c'est vrai que moi, je suis entièrement d'accord avec une chose, c'est que ce qui doit primer est le diagnostic primaire. Et là, actuellement, c'est vrai qu'il y a une discussion qui est en train d'être très forte en France sur le dépistage préconceptionnel. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, conceptuellement, je la comprends, puisque les personnes qui ont des enfants atteints de maladies récessives, ils ne trouvent pas ça normal que ce soit qu'il y ait un premier enfant pour éviter que la maladie soit retrouvée sur le deuxième. Mais c'est vrai qu'avant tout, je pense qu'il faut que l'énergie soit mise pour répondre aux patients. Alors c'est vrai que pour nos pathologies à nous, les maladies de développement, on était vraiment à 50% en tirant très très fort. Et vraiment, à mon échelle de généticienne qui a commencé avec les anciens bilans et maintenant, c'est quand même très différent ce qu'on peut apporter en termes de réponse aux patients. Et pour moi, du coup, l'utilisation de l'exome en diagnostic, pour moi, ne pose pas de questions. C'est quelque chose qui n'a pas d'égal, qui est maintenant quand même bien maîtrisé, et il y aura bientôt les critères qualité pour pouvoir les passer. Même s'il y a des soucis pour interpréter, mais encore une fois, on sait, il y a aussi des choses très solides, parce qu'on est quand même beaucoup dans des pathologies de novo, donc on a quand même beaucoup d'arguments pour arriver souvent à faire du bon diagnostic. Le séquençage au début va-t-il concerner l'exome ou le génome?
Après, dans le plan, ce qui a été potentiellement prévu initialement, c'était le génome, parce qu'on a plus d'informations par le génome, mais du coup, ça pose plein de questions. C'est beaucoup plus long à interpréter, beaucoup plus lourd à conserver, donc ça amène des avantages et des inconvénients. Donc à l'heure actuelle, aux États-Unis par exemple, où tout ça a été pesé, ils sont quand même beaucoup toujours sur l'exome en diagnostic. Et le génome est plutôt réservé à la recherche, parce qu'ils estiment qu'économiquement, en fait, avec le prix du stockage, on n'a pas assez d'avantages. C'est-à-dire qu'en gros, il y a à peu près, avec les connaissances d'aujourd'hui, parce qu'on n'est pas bon du tout pour interpréter ce qui n'est pas dans les exomes, à l'heure actuelle, on estime que, ce qui est pour l'instant commence à être dit, parce que c'est encore peu publié, que ça mènerait dans nos pathologies que 6% de diagnostic en plus. Donc du coup, c'est des choses qui sont en cours d'évaluation, on va dire, tout ça. Oui, non, je voulais réagir à la réaction de ce collègue par rapport à la question de l'excitation. Je trouve que ce n'est pas un terme sur lequel je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que dans la tradition des généticiens, il y a eu depuis presque une quarantaine d'années une collaboration très étroite. Peut-être que c'est la discipline qui accueille avec une nécessité les autres disciplines, y compris les psychologues, les psychanalystes qui depuis presque les débuts de la génétique clinique, je pense à Marie-Louise Prillard, à Frézal, ici à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Josué Feingold, Alexandra Bure qui est partie, Delphine Errand, Philippe Charon. On a co-construit depuis presque 30 ans la médecine prédictive, et notamment tout ce qui est en lien avec les diagnostics présymptomatiques. On les a co-pensés avec eux. Et je pense que nous, les psychologues, on n'était pas du tout excités autour de tout ça, mais on était plutôt préoccupés justement des effets. Des effets, des progrès de la génétique, des techniques qui sont offertes aux familles concernées, comment accompagner ces progrès technologiques. Et je pense que Laurence nous a montré aussi à la fois ces progrès, ce qui est disponible et la préoccupation de mettre en place des études aussi en collaboration avec des équipes en sciences humaines et sociales pour rendre compte des effets. Donc je pense que la question de la collaboration entre généticiens et psychologues et des éthiciens est très ancienne et indiscutable aujourd'hui, je pense que pour chacun d'entre nous. La deuxième chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est sur les paradoxes que tu as soulignés, et je trouve sont très intéressants. Et l'une des paradoxes que tu as bien souligné, c'est pourquoi, dans l'absolu, quand on demande à quelqu'un s'il veut savoir ou pas, il répond oui majoritairement, et ensuite, quand il est en situation, on ne retrouve pas les mêmes chiffres. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que ce n'est pas du tout la même chose de répondre dans l'absolu, dans une situation hypothétique, et être soi-même concerné. Je pense que dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui travaillent en génétique et qui pourront rendre compte, justement, en tout cas moi je parle de mon expérience de presque 27 ans dans une consultation de médecine prédictive. Quand le sujet est devant la question de savoir ou ne pas savoir, c'est un vrai dilemme qui se pose à lui. Et on ne réagit pas du tout de la même manière que quand on répond à une enquête. Et si on prend les résultats, la maladie de Huntington, c'est la maladie qui a été les plus étudiée, on sait que de la population mondiale à risque pour la maladie de Huntington, seulement, alors maladie monogénique, le risque est 50%, maladie à révélation tardive, qui s'est transmise donc, et qui peut bénéficier d'un diagnostic prénatal aussi, ou d'un diagnostic préimplantatoire, seulement 20% de la population à risque demande un test présymptomatique. Et de ce 20%, dans les consultations, les gens que nous rencontrons, seulement presque la moitié, comme tu l'as très bien dit, décident de faire le test. Donc le rapport au savoir est très énigmatique chez l'être humain. Et
c'est pas un jeu de poker. Ça se joue sur des coordonnées qui sont individuelles, qui sont singulières, qui sont en lien avec l'histoire familiale de la maladie et qui ne peuvent pas se jouer en termes de pourcentage de la population générale. Je pense que c'est du cas par cas. Juste rajouter que c'est la relation au savoir, mais je ne crois pas que ça soit que ça. Je pense que c'est la relation à une certaine réalité. Ce qui n'est pas la vérité, c'est pas pareil bien sûr. Hein. On le sait, tu le sais mieux que moi, vu ta profession, vu ton engagement, on sait très bien qu'il y a une quantité de réalité qu'on croit deviner chez un patient qui nous échappe. On croit connaître nos patients, on croit même connaître nos proches. Or, il y a une quantité de réalité qui est du domaine de l'imaginaire. Et là, pour le coup, on offrirait éventuellement sur un plateau un diagnostic ou pas, parce qu'il y a quand même le fait que je ne suis pas porteur ou que je suis porteur, et tu nous as appris avec le modèle Huntington que c'était un véritable tsunami pour quelqu'un qui n'est pas porteur d'une maladie alors qu'elle est très présente dans une famille. Je pense que c'est cette quantité de réalité malléable que nous n'arrivons pas à connaître de l'autre, et heureusement qu'il y a ça. Parce que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas la possibilité de se métamorphoser au fur et à mesure de encore une fois, ce dernier pas vers cette réalité que peut-être que chacun n'a pas envie de voir, parce que voilà, on s'est créé une identité, on s'est créé une histoire, et là pour le coup tu es devant le gouffre de ce fameux c'est oui, c'est non, et qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais faire de cette réalité qui est finalement la vérité de ce que je suis? C'est très compliqué. Donc je pense que ça dépasse l'idée de savoir. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il va en faire, ce savoir? Ça va là aussi se métamorphoser. Il va y avoir le déni, il va y avoir la colère, etc. etc. Donc c'est assez magnifique d'ailleurs qu'il y a quand même encore cette niche de paradoxe, hein, parce que sinon ce serait effroyable. Et pour rejoindre Ségolène, dont on a écouté l'émission sur France Culture il y a quelques jours, vous aviez un peu mis l'accent avec Cynthia Fleury sur ce côté, effectivement, de créer les hommes de l'hégémonie du génétisme, entre guillemets, qui finalement ne créent en aucun cas une valeur ajoutée aux existences. Au contraire, c'est une aliénation. Hein. La connaissance peut nous embarrasser, nous, personne du savoir médical, mais le profane qui va savoir ce qu'il est dans cette réalité, ça va l'aliéner beaucoup plus que de lui donner une certaine liberté. Pour ça, pourquoi offrir ça dans les consultations alors que les gens viennent pour tout à fait une autre demande qui est le diagnostic de leur maladie? Je ne comprends pas. On discute même des données secondaires, c'est ça que je veux dire. C'est incroyable. On laisse ça à la génétique récréative où les gens payent sur Internet. Très bien. Alors, comme on parle beaucoup de psychologie, je crois qu'effectivement, l'élément psychologique est certainement un des éléments les plus importants. Comme on voit, moi je l'ai vu avec mon père, on ne connaît pas toutes les réalités des personnes, comme vous le disiez. Moi, j'étais étonnée de la combativité de mon père face à sa maladie. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir se révéler ainsi. Donc, effectivement, il y a toutes sortes de malades, il y a toutes sortes de personnes, il y a toutes sortes, certainement, de réactions face à ces données. Et certaines personnes qui voudront savoir, d'autres qui ne voudront pas savoir, certaines qui voudront savoir peut-être dans 10 ans quand ils auront des enfants. On a le droit de changer, d'évoluer selon le contexte. Donc, c'est peut-être ça aussi dont il faut surtout tenir en compte, c'est effectivement la dimension personnelle de chacun face à ces notions-là. Donc, en ce qui me concerne, car je ne peux parler que pour moi-même, je suis très demandeuse de savoir, de connaître les données secondaires. Je me suis intéressée, je me suis documentée, j'ai appris ce qu'était l'épigénétique, j'ai appris ce qu'était la génétique, parce que une fois que j'ai découvert aussi les données médicales, je me suis sentie, ce sont quand même mes gènes, ce sont les gènes de ma famille, ce sont les gènes de mes enfants si j'en avais eu, de mes cousins aussi, si je découvre des choses potentiellement. C'est d'ailleurs ma prochaine question. Dans le cadre d'une maladie héréditaire, potentiellement familiale, est-ce qu'on n'a pas intérêt à, au moins en connaissance de cause, à alerter les membres de sa famille potentiellement touchés, après à eux de savoir s'ils veulent aller plus loin ou pas, mais s'ils ne le savent pas.
Alors maintenant, potentiellement porteurs. si jamais il y a un intérêt de transmettre, enfin, que l'information soit transmise, mais encore une fois, il faut que ce soit quelque chose qui soit réalisé dans le cadre d'une consultation où tout ça vous est expliqué. Maintenant, il y a une loi en France, qui s'appelle la loi d'information à la parentèle, où l'information que vous allez, si ce test, les résultats du test vont être pertinents pour d'autres personnes de la famille, que vous allez devoir être en charge de transmettre l'information. Et ça, c'est effectivement des choses qui justifient le fait que tous ces tests-là doivent être réalisés dans le cadre de consultations, où tout ça peut vous être expliqué. La théorie de Hayflick a-t-elle une implication génétique? Je sais pas, j'ai pas entendu ce que La c'est. détermination Du vieillissement. du vieillissement. Manque de gènes, manque de reproduction du génome. Donc si le vieillissement, vous pouvez reformuler votre question? Oui, mais Quelle est la question? Allez-y, expliquez un peu plus. Selon Hayflick, nous nous reproduisons 20 fois. Notre génome se reproduit 20 fois, tous les 7 ans au maximum. 20 fois 7, 140 ans. Ça implique que nous pouvons vivre 140 ans. Mais y a-t-il une implication génétique dans le vieillissement? Alors ça, je suis absolument incompétente dans la génétique du vieillissement, moi. Alors s'il y en a d'autres qui ont la piste de réponse, vous pouvez y aller. Non, le sujet là aujourd'hui, c'est d'évoquer la question des données sécuritaires et du séquençage des humains. Moi, j'ai une question. On voit bien cette balance et on voit bien ce côté qui peut être un peu trop d'espérance, trop d'espoir, miroir des alouettes. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à des personnes qui sont en quête d'un diagnostic. Mais parce que, et de plus en plus, ces nouvelles techniques vont quand même être rentrées en pratique et être de plus en plus utilisées. Voilà, ma question, elle est beaucoup plus sur la formation de la population générale. On s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de savoir à avoir. Il y a des pénétrances, enfin, il y a des variabilités, des probabilités. Il y a beaucoup de choses techniques qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir choisir et faire un vrai choix informé sur le moment, ou même si on fait 2 consultations. Et c'est un travail, je pense, dans les années à venir, qu'il faut co-construire avec l'éducation nationale. Il y a le génome et la médecine génomique, il y a quand même des enjeux très importants dans le futur. Et c'est là où je ne sais pas comment on ouvre ce champ-là, mais il y a des vrais enjeux. Je pense que c'est des choses qui sont actuellement en réflexion, pour le coup, parce qu'effectivement, oui, il faudrait toucher au-delà de toute façon de ces questions-là, hein, de façon générale. C'est vrai que ça serait important qu'il y ait une revisite des cours de génétique, c'est certain. L'exemple est là aussi devant nous, c'est que voilà, vous vous êtes fait prélever, vous ne saviez pas que suite à l'affaire Perruche, la loi vous oblige normalement à proposer le résultat génétique de votre détection à votre entourage. C'est-à-dire que le médecin qui vous a proposé de faire ce dépistage, donc ce diagnostic éventuellement génétique de votre maladie, aurait dû, bon, on va le faire, je vous propose, mais avant de le faire, sachez que vous êtes ensuite, quand je vous propose le résultat, et que vous voulez effectivement, parce qu'entre la prise de sang et vouloir le résultat, il se passe beaucoup de moments de réflexion, de fameuses métamorphoses, et que vous voulez le résultat et qu'on vous donne, eh bien il faut dire au patient qui va être prélevé, attention, vous êtes détenteur d'une information, vous le devez à tous ceux qui pourraient dans votre famille être intéressés par ce résultat. Donc vous voyez, déjà là, on en a un exemple. Donc on touche le cœur de l'intime, et pourtant, on ne sait pas ce que ça veut dire que l'ouverture à l'intime du savoir. Votre intimité doit être connue des autres maintenant. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y avait une question peut-être. Voilà. Voilà. Je sais pas. Ça va là-haut. Non, c'est bon. J'ai fait par un tube de salive envoyé à un laboratoire. Oui, on sait. Oui, j'ai une question. En fait, c'était super intéressant la différence du coup entre l'étude où il y avait pratiquement 100% des personnes de la population générale qui
qui voulaient savoir, notamment sur ces 69 gènes, je sais plus, il y en a 69. 59. Et après, quand ça nous concerne nous-mêmes, et moi je me demandais si, est-ce que vous pouvez répondre à cette question, si vous êtes détentrice des informations sur ces études, si les personnes qui répondaient derrière leurs ordinateurs avaient les mêmes informations, parce qu'on parle d'informations, de que la population doit être au courant dans l'éducation nationale, et je pense que ça c'est une grande question, mais est-ce que ces personnes qui répondaient derrière leur ordinateur avaient les mêmes infos qu'une personne qui vient en consultation? Alors, dans une même étude, toutes les personnes avaient la même info, qui pouvait être très légère comme plus importante. Mais c'est vrai que quand c'est des questionnaires, ça limite. Et c'est dans les situations des études qualitatives, où les informations étaient les plus importantes. Et c'est là où on a des chiffres qui baissent un peu. Mais, tout en restant assez élevés, mais même si dans celles qu'on a faites, on est sur des chiffres finalement inférieurs à 50%, mais après avec probablement un biais aussi déjà sur des petits nombres et un biais de représentants d'associations, voilà. Mais c'est pour montrer qu'il y a une vraie ambivalence aussi. Je pourrais faire une remarque sur le marketing qui est vieux, enfin la publicité de marketing, c'est très vieux maintenant. Tous les gens qui travaillent dans ce secteur-là vous diront que les études d'intention d'achat, quand on présente les futurs objets qu'on va mettre en vente, on donne des résultats qui n'ont rien à voir avec la réalité d'achat qui se transformera derrière. Que donc, voilà, c'est un phénomène très général. Ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes psychologiques de répondre théoriquement et de répondre, tourner vers l'action. Ça, tout le monde le sait. Donc, je veux dire, en médecine, c'est pas un secteur particulier. On est comme en marketing, où, voilà, oui. Et c'est pour ça que c'est important que ça soit écrit. Et après, néanmoins, on parlait aussi du paradoxe chez les généticiens, parce que c'est vrai que j'ai une explication pour ton paradoxe. Alors, allez-y. Parce que le paradoxe, la première question pour laquelle les généticiens étaient pour, c'était est-ce qu'on peut donner des résultats à des gens qui ont envie d'avoir le résultat? C'est une question de bon sens, ils sont respectueux de l'autonomie du patient. Si un patient désire quelque chose, on n'a aucune raison de s'opposer à la révélation des résultats. La deuxième question, c'est ils sont contre de faire un accès aux données secondaires parce que là, ils sont en position d'être proposeurs de l'examen et non plus de répondre théoriquement à l'autonomie du patient. Donc eux, en responsabilité, ils sont contre donner ce service parce qu'ils ne le pensent pas valide et bon pour la population. En revanche, ils ne s'opposent pas à l'autonomie du patient en théorie. Non, mais pour le coup, il y a plein d'articles divers sur les avis des généticiens. Et quand on leur demande s'ils estiment que c'est quelque chose qui devrait être proposé, ils disent de façon générale beaucoup plus oui que non. Oui. Alors que c'est vrai que dans les assemblées, on a l'habitude d'entendre des personnes qui, comme vous, estiment que c'est quelque chose qui ne devrait pas du tout être abordé. Donc dans ton expérience, Laurence, est-ce que tu peux nous parler, parce que les cas cliniques, tu les as pas montrés, mais peut-être tu peux nous faire part de situations cliniques. Alors donc, avant l'étude FIND, on avait effectivement commencé à mettre en place une procédure où on proposait aux patients de regarder. Bon, c'était toujours dans l'idée d'arriver à progresser sur la question et de préparer un projet de recherche qui puisse se tenir. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais eu de soucis avec ces rendus. On a eu de façon assez fréquente, quasiment une fois sur deux, en fait, des arbres généalogiques qui étaient évocateurs, a posteriori, sur des personnes, même si pourtant on fait notre interrogatoire comme toujours en génétique, mais où les gens n'avaient pas jugé utile d'aller, quand ils venaient pour une déficience intellectuelle chez un enfant, n'avaient pas jugé utile de nous dire que la mère, la grand-mère avait eu un cancer du sein ou avait eu un problème cardiaque héréditaire ou autre. Donc en fait, quasiment une fois sur deux, on trouvait finalement un arbre généalogique évocateur. Les personnes, du coup, quand la pathologie était finalement connue mais ne s'est pas préoccupée pour eux-mêmes, ça a un petit peu déjà donné du sens à l'histoire familiale. Dans les situations où il n'y avait rien du tout, c'était souvent des trucs avec des arbres généalogiques tronqués. Donc par exemple, le premier qui nous était arrivé, c'était
une mutation BRCA2 chez une petite fille qui avait une déficience intellectuelle. La mutation BRCA2 a été retrouvée chez son papa. Et la maman de ce monsieur, en fait, avait quitté la famille quand ils avaient 3 ans. Ils n'avaient plus aucun contact. Ils ne connaissaient pas du tout la famille maternelle. Son père à lui a été testé. Il n'était pas porteur, donc ça venait probablement du côté de sa mère. Et ils étaient, par exemple, eux, très, très contents d'avoir eu cette information en se disant « mais c'est une information qu'on n'aurait jamais eue sinon ». Et c'est vrai que toute la famille, pour le coup, a une grosse adhérence sur toute la fratrie est venue très rapidement pour faire leur test, peut-être avec plus d'engouement que ce qu'on voit d'habitude, mais ça ne veut rien dire que c'était un cas unique. Et donc voilà, de façon générale, on n'a pas eu de situation, mais on n'en a pas beaucoup, hein, parce que comme on le voyait, c'est quand même que 2% des personnes. Donc là, voilà, l'expérience qu'on en a actuellement, on est sur une petite dizaine de cas. Donc on en aura plus pour FIND, même si, encore une fois, les données de la CMG, ça ne va pas être très fréquent, et on aura un peu plus on aura aussi de la modulation avec les autres situations. Et après, chaque étape nous apprend des choses, hein, parce que la pharmacogénétique, c'est aussi quelque chose qui est particulier. Voilà, on est en train, on va essayer de se faire une expérience sur ce que ça implique et ce que ça donne, et puis on verra après. En tout cas, voilà, pour l'instant, plutôt des gens qui ont été contents d'avoir une info, mais il n'y a pas assez de personnes pour se faire une vraie expérience. Excusez-moi, les données secondaires, ça ne concerne que les prédispositions génétiques, ou est-ce qu'une maladie qui forcément se déclarera? Ça peut être une maladie qui forcément se déclarera, mais par exemple, dedans, il y a la polyposadénomatose familiale, qui est une pathologie qui est plutôt très pénétrante, mais c'est majoritairement des prédispositions génétiques au cancer et aux troubles et aux pathologies cardiaques héréditaires. Le gros de la liste, c'est ça. Si la patient demande à ne pas avoir les données secondaires, mais que vous savez forcément que derrière, il pourrait y avoir un impact pour lui, et éventuellement sa descendance, est-ce que la nuance après le résultat va être différente ou vous essayez? Alors déjà, si jamais il ne veut pas avoir les données secondaires, on ne va pas les regarder, ce qui veut dire que ça va quand même beaucoup minimiser la probabilité de tomber dessus. Ça peut arriver qu'on tombe dessus, hein. Mais quand même, la probabilité de tomber dessus est beaucoup moins importante que les 2%. Après, si jamais ils ont dit qu'ils ne voulaient pas savoir, ils ne veulent pas savoir, hein. On va pas, si on tombe dessus, déjà, en fait, quelque part, ce n'est pas parce qu'on va tomber dessus que l'interprétation va être automatique. Parce que même s'il est flagué pathogène selon ClinVar, ça ne veut pas dire qu'il est pathogène. Il va falloir que derrière, il y ait un biologiste, ou 2 d'ailleurs, et voire plus, parce que Pascal est au courant, l'a sollicité récemment pour 2 situations où on se posait des questions. Et du coup, ça veut pas dire que c'est du résultat tout cuit. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas plus loin dans l'interprétation. Ce qui est vraiment emblématique et qui est vraiment une grosse question éthique, c'est que quand même, Hippocrate avec son primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Là, il faut se poser la question de est-ce que je lui nie plus en lui cachant que je lui nierais plus en lui disant qu'il a peut-être un anévrisme qui va exploser dans sa tête parce qu'il fait partie d'un protocole en tant que témoin et on a découvert un anévrisme dans la tête. Donc ça, c'est vraiment, on est au cœur de la question éminemment où est l'utilité pour ce patient et c'est vraiment très 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 compliqué effectivement. Mais encore une fois, la situation n'est pas fixée. Si ce monsieur ne veut pas savoir à un instant T, il faut avoir un discours d'ouverture en disant écoutez, les résultats sont là. Si un jour vous voulez savoir, c'est possible de revenir nous voir, je suppose, avec éventuellement des consultations psychologiques. Ah bah oui, mais pour le coup... Alors, en sachant que quelqu'un qui va dire qu'il ne veut pas savoir, c'est vraiment pas anodin, parce que pour le coup, Marcel a demandé l'expérience. Pour le coup, si on prend l'expérience de combien ont envie de savoir et combien veulent pas savoir, on est à 95% de gens, effectivement, ça confirme, même après une information d'1 heure, qui veulent savoir. Donc celui qui dit qu'il ne veut pas savoir, on ne va pas les lui rendre. Voilà. Parce que pour le coup, en général, il a pesé le pour et le contre et il ne veut pas savoir. Comme d'ailleurs pour le diagnostic présymptomatique, même si ça pourrait être intéressant
on le sait, on ne va pas pour autant les forcer à avoir leurs résultats. Ah, je suis désolé, on va être obligé d'interrompre la discussion parce qu'il y a les horaires de train à respecter, donc ce serait dommage que le professeur Fèvre rate son train. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Merci.